C'est l'écrivain francophone le plus lu au monde, traduit dans 45 langues. Le nouveau Musso est arrivé. Bonjour Guillaume Musso. Bonjour. Quand on dit le Musso, c'est que les lecteurs vous attendent. Et là, ils ne sont pas déçus, ça s'appelle L'inconnu de la scène. Cette attente-là, vous l'appréhendez ? Non, parce que, alors, elle me flatte, j'en suis heureux, mais les 10 mois pendant lesquels je reste enfermé dans mon atelier pour écrire, j'essaye toujours de me remettre dans l'état d'esprit qui était le mien, de celui que, voilà, quand j'écrivais mon premier livre, sans même savoir si je serais publié ou pas. Donc, vous ne pouvez pas écrire en vous disant je vais être lu par 500 000 ou 1 million de personnes. Ouais, j'ai lu quelque part, vous écrivez les livres que vous auriez envie de lire. Oui, ça c'est un bon principe. Ça a toujours été c'est un motto, la seule recette que j'ai effectivement pour écrire. Je me raconte l'histoire à moi-même et je me dis bon voilà, si elle me plaît à moi, elle plaira peut-être aux autres. C'est en particulier pour ce livre-là, j'ai écrit pendant le Covid où vraiment c'était sinistre, on pouvait pas sortir, on pouvait pas, et c'était un plaisir d'ouvrir son ordinateur le matin et de pouvoir partir comme ça dans l'imaginaire en écrivant. Ouais, ça s'appelle L'inconnu de la scène. On a même quelques images. Regardez, c'est le nouveau Musso. Bonjour Marc, c'est Catherine Aumonier, directrice de l'infirmerie de la préfecture de police. Je voudrais ton avis sur un cas assez étrange. Nous avons pris en charge hier matin une jeune femme totalement amnésique que la brigade fluviale a repêchée nue dans la Seine. Merci de me rappeler. Marc, Catherine Aumonier de nouveau. Écoute, j'aurais vraiment besoin de te joindre. Je t'envoie le dossier de mon amnésique. Rappelle-moi pour me dire si tu la connais. C'est urgent. La fille, elle s'est échappée. Et puis, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il se passe plein de choses. Il y a tout le reste. Ça commence effectivement, ça commence un samedi soir où la brigade fluviale repêche dans la Seine une jeune femme nue, amnésique, qui est conduite à l'infirmerie de la préfecture de police de Paris. Elle délire. On fait une analyse ADN et là on voit que cette jeune femme est une pianiste allemande, Milena Bergmann, qui est disparue dans un crash d'avion, qui est morte dans un crash d'avion 1 an auparavant. Et donc on a finalement quelqu'un qui à la fois est morte et vivante. Et il y a une jeune flic qui va enquêter sur cette affaire, accompagnée par l'ancien fiancé de Milena. Oui. Alors, une jeune flic qui a été déclassée, oui. qui a la niaque, quoi, qui a envie de rattraper tout ça, et puis l'ancien fiancé, qui découvre que, il y a peut-être quelque chose de mystérieux derrière tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est le genre fantastique. Le fantastique, Todorov définissait ça en disant, le fantastique, c'est ce moment de latence quand un individu est confronté à un problème qu'il ne peut pas résoudre de façon rationnelle. Et donc, c'est ce moment d'attente où on bascule, on est ébranlé dans ses croyances, et c'est encore plus efficace effectivement si vous êtes dans le cadre d'une enquête policière. Oui. Ce qui est incroyable, c'est que l'inspiration est venue d'une histoire vraie. Oui, c'est l'appeler la disparue de la Seine. La disparue ou la suicidée de la Seine, disait Aragon. C'est une jeune femme qui, à la fin du 19e siècle, a été repêchée, alors morte, celle-là, a été repêchée près du canal de l'Ourcq, conduite, amenée à la morgue de Paris. Et c'était à une époque où on exposait les cadavres, et l'employé de la morgue a trouvé ce visage tellement serein qu'il a demandé à ce qu'on en fasse une empreinte pour en faire un masque mortuaire. Et ce qui est frappant, c'est que voilà, elle a l'air sereine alors qu'elle vient de passer de vie à trépas. Et c'est un épisode que j'ai connu effectivement en lisant le roman d'Aragon Aurélien, qui était au programme du bac de français quand j'avais 17 ans. Ouais. Donc j'avais toujours gardé cette graine plantée dans
mon cerveau. Et moi, j'ai toujours effectivement une vingtaine, une trentaine de débuts d'histoire. Hein. C'est comme ça que je fonctionne. Et cet inconnu, voilà, est ressurgi à l'occasion du confinement, quand je pouvais plus voyager pour faire des repérages, où je me suis dit, voilà, je vais faire un roman à 100% parisien. Ouais. Oui, ce qui est fou, c'est qu'évidemment, il y a cette dimension, Guillaume, du fantastique, qui est là, du mystère, du thriller. Il y a la dimension théâtrale, et puis il y a aussi finalement une sorte d'immersion, de dialogue avec le lecteur. Oui, moi j'ai toujours considéré que la littérature était un jeu qui se jouait à deux, pour reprendre la formule de Pérec. Et voilà, un roman, c'est une contribution à part égale entre celui qui l'écrit et celui qui le lit. Et j'ai voulu faire cet objet-livre qui est à la fois assez beau et dans il y a même des dessins, il y a des éléments, des pièces à conviction, de la enquête. On ne sait pas si on est dans le vrai, dans le faux, dans cette frontière-là. Et c'est assez drôle parce que je mets en place un bureau des affaires non conventionnel. Et là, je rencontre plein de journalistes et d'éditeurs étrangers qui pensent que ce bureau existe vraiment. Et pour moi, c'est une satisfaction parce que ça veut dire voilà, que la fiction a contaminé le réel. Ouais. Oui, personnage mythologique, Dionysos. Oui, ce personnage, en fait, on le connaît surtout sous sa forme romaine, Bacchus, alors que la forme grecque, Dionysos, c'est beaucoup plus... C'est un dieu vengeur, c'est un dieu cruel, c'est le dieu, en fait, à la fois du théâtre, mais aussi le dieu de la perte de contrôle. Du vertige, de soi, de l'ivresse. Du vertige, de l'ivresse, de la drogue aussi. Et je trouvais que ce dieu faisait particulièrement écho à un certain mal-être contemporain. Ouais. Et j'ai redécouvert cette figure en lisant en fait des ouvrages de mythologie avec mon fils de 7 ans. Et j'avais oublié combien ce dieu était effrayant et je l'ai incorporé comme ça à mon histoire. Ouais. Le personnage est là, on le cherche, apparaît, mais il y a ces deux personnages principaux qui sont mus par un désir absolument incroyable, c'est-à-dire qu'ils veulent connaître la vérité, pour des raisons différentes. On est en plein dans une enquête, et dans une enquête qui en plus effectivement a un soubassement fantastique, et donc vous avez la flic qui elle veut résoudre ce mystère-là, et vous avez le fiancé qui lui veut retrouver la femme qu'il aimait, et surtout comprendre pourquoi elle n'est plus là. Ouais. Il y a presque une dimension Hitchcockienne derrière ça. Ah mais moi, c'est toujours le plus beau compliment qu'on puisse me faire, parce que Hitchcock est une référence absolue qui ne cesse de m'inspirer. Effectivement, il y a des scènes de vertigo qui sont présentes un petit peu dans le roman, bien sûr, de façon subliminale presque. Est-ce qu'on pourrait se dire, parce que je disais, il y a aussi la dimension du théâtre dans le livre, c'est qu'au fond, l'écrivain que vous êtes incarne des personnages, ou il est ces personnages. Oui, alors on est toujours effectivement avec cette frontière, la réalité, la fiction, comment la fiction peut nous offrir une porte pour... alors pas pour simplement fuir sa vie, mais pour mettre sa vie entre parenthèses pendant un instant et pour revenir dans la vie une fois qu'on a lu, en étant effectivement plus riche de ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on a pu expérimenter. Moi, je partage l'avis de Umberto Eco qui disait finalement celui qui ne lit pas vit qu'une vie, celui qui lit vit 5000 bribes de vie. Et c'est la grande plus-value pour moi de la lecture aujourd'hui, c'est de pouvoir comme ça se mettre à la place de personnages et donc de vie qu'on n'aura jamais. Oui, La vie secrète des écrivains, La vie est un roman, La jeune fille et la mort. Voilà, 3 livres qui viennent d'être publiés ensemble chez Calman Levy. C'est formidable. Ça, c'était ma trilogie des écrivains. L'écrivain. Oui, c'est voilà. un truc qui vous fascine, Guillaume. Et oui, parce que voilà, j'ai fait des centaines et centaines de rencontres avec les lecteurs, et ce qui me demande toujours, c'est d'ouvrir un peu la boîte noire de l'écriture, de l'imaginaire. Pourquoi vous écrivez, combien de temps vous mettez à écrire un livre, d'où vous vient l'inspiration. Et donc j'ai répondu un peu à toutes ces questions, mais à travers une fiction avec cette trilogie. Oui, parce qu'au fond, l'écrivain est un
personnage de son propre livre. Oui, alors moi j'aime bien effectivement les mises en abîme quand on a... Enfin, l'écrivain, vous savez, lorsqu'on écrit, surtout lorsqu'on écrit un thriller, je me suis rendu compte qu'on enquêtait toujours un petit peu quand même sur notre propre vie. Même si on prend comme ça une histoire qui n'est pas la nôtre, ça trahit quand même, ça révèle des obsessions, des choses même qu'on ne comprend que bien plus tard. Et même parfois, le vrai thème d'un roman, vous ne le comprenez que 2-3 ans après, parfois, que le roman est terminé. Oui, c'est une recherche, une quête. Parce Oui, que une quête, on se dit ça. C'est une quête à la fois douloureuse, agréable et surtout qui est à destination de personnes, des lecteurs qui vont vous renvoyer effectivement la façon dont eux ont reçu ça. Vous savez, souvent on dit l'écrivain écrit le livre qu'il peut et le lecteur, lui, lit le livre qu'il veut. Et c'est de ces deux choses qui sont parfois pas forcément congruentes, naît parfois un dialogue assez intéressant. Oui. Ce qui est fou d'ailleurs, vous le disiez d'ailleurs Guillaume, hein, sur l'inconnu de la scène, c'est qu'au fond, vous nous amenez à ne plus faire de distinction entre le réel et l'imaginaire. Parce qu'au fond, vous lui dites, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est imaginé ? Oui, de plus en plus, je pense que c'est parce qu'on vit effectivement des époques où la technologie, parfois pour le meilleur et pour le pire, parfois voilà, brouille un petit peu ces frontières-là. Et la lecture, l'écriture, a toujours été pour moi un moyen, voilà, non pas de faire sécession par rapport à la réalité, mais de m'abstraire un temps de la réalité pour y revenir plus riche et plus apte effectivement à goûter au monde. Fitzgerald disait ça, à quoi servent les livres s'ils ne nous permettent pas finalement de vivre de façon plus intense. Ouais. Et écrire, c'est nécessairement être seul. Parce que vous le disiez, Guillaume, oui, de profiter de cette ça, période. C'est ce qui est le plus difficile, je crois, depuis mes... Bon, voilà, j'écris depuis 20 ans maintenant de façon professionnelle, disons. Et ce qui me pèse le plus, c'est vraiment ça. C'est vraiment passer 10 heures, 12 heures par jour, seul. C'est pas du tout pareil. Par exemple, quand vous écrivez une série télé, vous êtes constamment dans l'échange, vous êtes dans le ping-pong avec d'autres. Un roman, non, vous êtes obligé de passer par la case solitaire. Si vous passez pas par cette case travail, vos livres voilà, seront de moins en moins bons. Et donc voilà, c'est à la fois une ascèse, c'est un plaisir, mais c'est aussi quelque chose d'un peu lourd de par cette activité solitaire. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous prenez le lecteur par la main dès la première ligne, hein, ah oui, et moi, que vous ne le lâchez plus jusqu'à la dernière. Toujours effectivement à destination du lecteur. Un livre n'existe qu'à partir du moment finalement où vous racontez l'histoire à quelqu'un. Et moi, oui, c'est pour ça que parfois, lorsqu'on me dit, voilà, on entre dans un de vos livres comme on entre dans un bon film, ça me convient parce qu'il y a cette envie, voilà, de proposer une histoire immersive. Et c'est d'ailleurs ce que me renvoient tout le temps les lecteurs. C'est j'ai oublié ma station de métro. C'est quand je lis, j'oublie ma vie. Et je me dis, wow, quelle chance de pouvoir apporter ça aux gens. Et c'est une fierté absolue. Ouais. Vous créez des images. Je pense aux descriptions des lieux qui sont très fortes d'ailleurs. Oui, là on est dans Paris, dans un Paris qui n'est pas un Paris de carte postale, qui est dans un Paris tel qu'on le connaît nous, à la fois l'une des plus belles villes du monde, pleine de culture, et aussi avec les problèmes des grandes capitales. Et c'était ce qui revient là de la part aussi des éditeurs étrangers, de dire tiens, enfin un roman qui décrit Paris, mais pas comme Emily in Paris, ou pas comme comme ces images un peu surannées et qui finalement correspondent pas du tout à la réalité. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle le syndrome de Paris, le syndrome de Paris, c'est quand des touristes arrivent et finalement s'imaginent un Paris à la Amélie Poulain et tombent sur le Paris tel qu'on le connaît, et donc ce décalage peut
surprendre et créer une sorte de choc psychologique. Ouais. Et puis il y a des scènes, des lieux qui sont associés à des scènes. On verra dans le livre. On va de Paris. Il y a à l'instant des îles. Visuel, oui. On termine sur une île l'île des Caradec. Bretonne et on fait une petite incursion dans mon sud-est natal. Très personnel, toujours, ce que vous écrivez. Oui, et c'est toujours... finalement, pendant longtemps, j'ai écrit sur les États-Unis, j'ai écrit dans un théâtre new-yorkais. En avançant dans l'âge, finalement, il y a une barrière qui s'est ouverte pour le meilleur. C'est-à-dire que j'ai moins peur d'écrire sur des sujets, des lieux qui me sont proches. J'ai plus besoin de mettre de la distance pour déclencher mon imaginaire comme c'était le cas avant. Ouais. Et le public se régale. Les lecteurs se régalent. Vous l'avez dit d'ailleurs, au fond, quand on dit que je fais du divertissement, ça me fait plaisir. Le divertissement, le mot divertissement vient d'un terme grec qui veut dire faire tourner à l'extérieur de soi. Ça veut dire sortir effectivement de soi, de sa vie. Et j'ai beaucoup aimé quand Hervé Letellier a eu le Goncourt, il a répété ça en disant « Mais moi, je suis très content que mes romans soient vus comme un divertissement parce que c'est en fait très, très noble et on a tous besoin de ça. » Donc, et moi, je dis ça et je fais ça depuis 15 ans. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. On ne le lâche pas, celui-là. Encore une fois, c'est un très grand Musso. L'inconnu de la scène et le public, je le disais, est au rendez-vous. C'était un best-seller parce que c'est formidable, tout simplement. Et merci. On prend un plaisir dingue. Merci, Guillaume. L'inconnu de la scène chez Calman Levy.